très chers élèves, bonjour. C'est en ce magnifique jour de rentrée des classes que nous allons commencer sans plus tarder. Je me présente, je m'appelle Monsieur Vico et aujourd'hui nous allons parler du vaste sujet qu'est l'épopée du CarPlay. Alors pourquoi une épopée ? Parce que ça a été vraiment toute une aventure. Il faut savoir que la scène que je tourne maintenant, c'est la scène peu de temps avant la publication de la vidéo. Que la vidéo que vous allez voir juste maintenant, elle a commencé à être filmée le 15 juillet 2024 et là on est le 11 août 2025. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Parce que comme d'habitude dans mes vidéos, il y a eu plein de merde, il y a eu plein de bordel, sinon c'est pas drôle. La vidéo, je l'ai commencée et entre temps, ça a avancé un petit peu. Et à un moment donné, il y a eu une grosse coupure parce que là, c'était trop. Là, j'en ai eu plein le cul. J'ai dit, je mets tout ça sur le côté et j'ai plus envie de sortir la caméra. C'est à peu près ce qui s'est passé. Ça a commencé il y a un an. Je voulais installer le CarPlay sur la Mégane. La Mégane, quand je l'ai achetée, j'avais pas de Bluetooth, j'avais juste la radio d'origine. Bah, comme tout bon jeune qui se respecte, je voulais mettre de la musique sur mon téléphone, dans ma voiture. Donc, j'avais installé dans un premier temps un module Bluetooth à brancher sur la radio d'origine. Alors ça a bien marché le temps que ça a marché, puis ensuite j'ai commencé à avoir des problèmes d'équilibrage entre le côté gauche et le côté droit de la voiture, j'avais plus de son d'un côté et de l'autre, donc j'en ai racheté un exactement le même, ça a marché, puis j'ai eu exactement le même problème peu de temps après, ça commence à me saouler. Entre temps je suis parti à Marseille, j'ai essayé des voitures récentes avec le CarPlay intégré, je me suis dit c'est quand même pas mal d'avoir le GPS, d'avoir la musique, d'avoir tout ce qu'il faut, de gérer les appels et tout. Donc j'ai commencé à chercher après. Il s'avère que j'aurais peut-être trouvé. Les scènes que vous allez voir dans cet environnement-là avec le tableau derrière, c'est des scènes pour agrémenter la vidéo que vous allez voir, puisqu'il y a des scènes que j'ai oublié de filmer, il y a des explications que j'ai oublié de donner, et c'est juste pour comprendre un peu mieux le bordel. De toute façon, je vais mettre des timecodes pour que vous pouvez à peu près suivre sur niveau timeline ce que ça a donné. Et puis, c'est parti. Bon, il s'avère que quand j'étais à Marseille et que j'ai essayé la Mini et la Polo, j'ai vraiment beaucoup aimé le CarPlay. C'était vraiment comme une technologie alien assez plaisante. Donc là, j'ai traîné un peu sur les sites de nos amis chinois et j'ai trouvé un équivalent. Donc, on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça va être une vidéo test. Et si le CarPlay fonctionne, il y a plein de belles choses qui vont arriver après pour cette bagnole. Est-ce que je réserve la surprise ? Ouais, je réserve la surprise. Bon, je vais essayer de bricoler ça sans trop être en face. Pour que vous voyez quelque chose quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Déjà, on a la plaque qui va venir remplacer ça. C'est déjà un bon point. On va mettre toute une branlée de câbles. J'ai même une caméra de recul. Bon, que je vais peut-être pas brancher aujourd'hui. Mais quand je referai le ciel de toit, j'essaierai de caler. Oh putain, il se casse vraiment la gueule, mon ciel de toit. J'essaierai de faire passer la caméra dans le toit. Ça, c'est le CarPlay en lui-même. Voilà. Ça ressemble à ça. Déjà, le premier truc, c'est qu'on va démonter la radio. Parce que de ce que j'ai vu, c'est ça qui est vraiment important pour faire la connexion. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il faut que je connecte ça. Un truc dans le coin. Ah putain. Le truc, il est neuf, qu'il faut déjà que je le démonte. Puis j'ai pas de tournevis, bien sûr, bordel. Bon, alors. Oh! Putain. Quel plaisir d'acheter chinois et de n'avoir aucune info pour monter ce bordel. Là, tout est fait à l'aveugle. Il faut bien se mettre ça en tête. Ça doit être... je sais pas. Ça, c'est une connectique USB. Très bien. On n'en est pas l'utilité pour le moment. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça, putain. Ah bah, ça, c'est bien fait. Ils ont bien fait ça, les Chinois. Ils ont marqué ce que c'était. Alors, tout ça, je m'en balèque, en soi. Enfin, je m'en balèque. C'est vite dit, hein. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Ça, visiblement, ça doit se brancher là. Ça, visiblement, ça doit se brancher là. Je sens que ça va mal finir, cette histoire. Oh, ah putain,
c'est vrai que j'avais fait un truc de bâtard. Ça m'emmerde déjà que j'ai même pas encore démonté. Maintenant, ça va se brancher un peu comme ça, normalement. On notera quand même que tout est de la supposition. Oh, j'aime quand ça claque. Alors là, normalement, si j'allume la caisse, ça devrait être pas mal. Suspense. Oh! Encore une fois, aucune info pour se servir de cette technologie alien. Est-ce que ça marche? Ah non, j'ai pas mes commandes qui marchent. Ah, ça, c'est dommage. Il y a peut-être un monde dans lequel je l'ai mis à l'envers. Hein. C'est d'ailleurs sûrement ça. Croisons les doigts pour que ce soit ça d'ailleurs. Bah écoute, apparemment si c'est normal. C'est chier que ça marche pas, je suis deg. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que quand j'allume mes phares, l'éclairage ne bouge pas. Que ça, la nuit, ça va être chiant. Mais qu'il y a peut-être un réglage à débloquer pour que ça fasse ça. Bon, pendant que j'essaie de trouver comment ça marche, je vais vous laisser parce que de toute façon, je vais me connecter en CarPlay, quelque part. Oh putain, il s'avère que j'ai peut-être retrouvé comment tout ça fonctionne. La prochaine étape là, ça va être de dégager la casquette en haut pour mettre tout ce que j'ai envie de mettre. Enfin, pour mettre là où ça doit être, quoi. Pour mettre là, pour mettre les choses où est-ce qu'elles doivent être. Ça va être un truc qui a un peu cette gueule là, tu vois. Putain, ça va être grand, je vais rien voir pour mes priorités à droite. Seigneur. Donc ça, visiblement, ça tient avec 3 vis là-dessus. Bon, allez, peut-être 4 si je suis généreux. Donc là, normalement... Waouh. Donc là, c'est l'heure du carnage. Oh mon Dieu. Là, clairement, si ma clé tombe dans le tableau de bord, je fous le feu à la bagnole. Voilà. Ça fait un truc un peu comme ça, tu vois. J'ai dû faire quelques modifs. J'ai pas envie d'en parler, d'accord. Maintenant, normalement, plutôt pas mal. Hein. Je sais même plus si on est 1 semaine ou 2 semaines après. Toujours utile que j'ai réussi à m'en sortir avec le CarPlay. J'en ai chié. Comme je ne m'attendais pas du tout à en chier. Là maintenant, quelque part, j'ai plus besoin de mon ancienne radio. Jusque là, t'es d'accord avec moi. Mon ancienne radio, je l'ai virée, ça sert à rien de la laisser. Et pourquoi pas profiter de cet emplacement libre pour faire un peu de tuning. Je viens du Nord à la base. J'aime le tuning. Je rêve de mettre ça sur une de mes bagnoles depuis que je suis tout petit. Ça va me servir à rien. Mais quand même, c'est une Mégane RS. Je mettrai un manomètre de pression de turbo à la Fast and Furious. Et hormis ça, parce que j'aurai de la place pour un deuxième, tous les autres manomètres, style pression d'huile, machin, température d'huile, ça va être trop chiant à installer. Je veux bien faire du tuning, mais je veux pas trop me faire chier. L'autre manomètre que j'ai choisi, ce sera un témoin de charge de batterie. Parce que j'ai déjà été un peu emmerdé où j'avais plus de batterie. Donc, alors ça me permettra de voir si je vais être dans la merde, mais ça arrangera pas le problème de si j'ai plus de batterie. Mais j'aurai un autre manomètre, c'est ça qu'on veut. Le problème de ça, c'est que ça, je veux le mettre à la place de ma radio d'origine, du coup, dont j'ai plus besoin. Il n'existe pas de plaque pour boucher la radio d'origine et creuser un trou et mettre ça dedans. Ça n'existe pas. Donc, j'ai pas d'autre choix que de le faire moi-même. Alors, je peux le faire de différentes manières, mais j'avais dit qu'à la base, j'avais pas trop envie de me faire chier. Au final, il s'avère que j'ai pris le pire choix possible pour réaliser cette plaque. Il n'y a rien qui va dans cette custom, dans cette vidéo. Il n'y a rien qui est fait comme ça devrait être fait. J'ai investi dans une imprimante 3D, parce que ça faisait des années que j'en voulais une déjà pour commencer, mais surtout parce que ça me donne l'avantage de pouvoir faire la pièce aux dimensions que je veux, faire clairement du sur-mesure. Donc j'ai acheté ça d'occasion, une Creality Ender 3, la première version, sur le bon coin. Je vais pas dire que ça a bien marché au début, ça marchouillait au début. J'ai réussi à imprimer 2-3 conneries avec. Et je sais pas pourquoi, ces derniers temps, j'arrive plus à imprimer avec. Donc c'est sûrement parce que je suis une merde au niveau des réglages, mais j'ai pas pu m'empêcher que d'investir dans de la nouvelle pièce pour l'améliorer. Premier truc, des petites buses de rechange en laiton. J'ai acheté un autre fil, du PETG en carbone.
Le problème de ça, c'est que ça bouffe les buses en laiton. Donc j'en ai racheté pour acquis de conscience pour le fil, le PLA d'origine. Du coup, j'ai acheté des buses en acier pour le fil en carbone. J'ai acheté, ça c'est une sorte de colle à foutre sur le plateau pour que ton impression elle colle au plateau parce que sans arrêt ça se barre en couille. Ça c'est une gaine de rechange qui remplace la gaine blanche. C'est plus précis, je vais pas entrer dans les détails là. C'est juste plus précis, c'est tout ce qu'il faut retenir. Ça c'est un extrudeur, si je dis pas de conneries. C'est le truc qui sert à tirer le fil pour le foutre dans la buse. Ah, j'ai dit, il n'y a pas de précision. Ça, j'ai juste pris ça pour les ressorts. C'est juste des ressorts améliorés. Pas de précision. Ça, c'est un kit... je suis en train de me rendre compte que si je suis pas précis, je peux rien expliquer. Ça, c'est un kit qui permet de mettre l'extrudeur directement au-dessus de la tête d'impression pour justement réduire au maximum la gaine blanche. Ce qui induit plus de précision, encore une fois. Donc, gaine plus précise, plus extrudeur directement sur la tête d'impression, max de précision. Ça c'est un BL Touch, ça sert à avoir plus de précision. Ça c'est une autre gaine blanche que je vais pas utiliser, mais surtout ce qui m'intéresse c'est le corps de chauffe avec la buse, je préfère repartir sur du neuf. Et le petit dernier, un plateau en verre pour remplacer le plateau souple en plastique du machin. Plateau en verre qui accroche beaucoup mieux apparemment, parce que j'avais des problèmes de décollement pendant l'impression. Donc on va mettre tout ça pour améliorer l'imprimante, et espérons qu'avec tout ça et ce que je sais en plus maintenant des réglages, je vais réussir à faire une pièce pour mettre mes manomètres, que je réussisse à imprimer ma pièce sur mesure. Mais moi je propose qu'on fasse un petit plan accéléré. J'ai aucune idée de si je vais faire ça vite ou si je vais mettre 20 ans. Je pense que je vais mettre 20 ans, encore une fois. Ah bah j'y connais rien, hein. Ça, dans ça c'est total de la découverte là. Restons positifs. Le problème que j'ai remarqué avec le CarPlay, c'est le fait que quand tu allumes tes phares, la luminosité baisse. Ça, c'est assez génial. En vrai, quand tu roules de nuit, ça t'évite de t'éblouir la gueule parce que pour le coup, le CarPlay quand même éclaire vachement fort. Le problème, c'est quand il pleut, si j'allume mes phares, ça diminue tellement la luminosité que je vois plus rien. Donc, je vais me faire un switch pour allumer ou éteindre la luminosité du CarPlay quand je le veux. C'est-à-dire que si j'allume mes phares en plein jour, hop, je mets le switch. Comme ça, je verrai quand même quelque chose sur mon CarPlay. C'est quand même mieux quand tu installes un CarPlay pour avoir le GPS de voir quelque chose dessus. Bon alors attention, je préviens, c'est un peu Mad Max encore. Alors j'ai rallongé dans un premier temps le faisceau du CarPlay. Hein. J'ai rallongé les fils pour permettre de tout connecter au niveau de ma plaque ici. J'ai fait avec ce que j'avais, les gars, d'accord? Putain, j'aurais eu ça, mon gars, une résistance variable comme ça. Quand j'avais 12 ans mon pote et que je commençais à bricoler plein de trucs à cette époque-là, j'aurais eu ça à l'époque, j'aurais fait des trucs de fou. Mais petite résistance variable qui peut me permettre de régler la luminosité de l'éclairage des manomètres, parce que ça flash un peu la gueule d'origine, donc j'ai mis ça. D'ailleurs je me suis foiré, ça faut que je fasse 2 connectiques comme ça, pas une seule, mais je le ferai après, hors caméra. Fous-moi la paix. Et le câble rouge, c'est quoi déjà? C'est ma tension de batterie pour mon manomètre de tension de batterie. Et ensuite, les 2 câbles jaunes, bah, c'est le fameux switch. Quand j'allume mes phares le jour, quand il pleut, et bah, ça me fait ça et je vois plus où est-ce que je dois aller. On va se mettre dans le contexte. Hein. Quelque part, voilà, il pleut à mort, voilà. Bah, tu appuies sur le petit switch. Et voilà, comme ça, ça te remet... Oh, c'est bon, arrête par contre. Comme ça te remet le... Oh, c'est bon, on a compris. Ça te remet l'éclairage de jour. Je vais pas arriver à parler aujourd'hui, je te préviens direct. En gros, c'est à ça que sert le fil jaune. Hein. C'est le signal qui dit « Oh, les phares, ils sont allumés de la bagnole, le CarPlay, s'il te plaît, baisse la luminosité, je vois rien là. » Et sauf qu'en fait, bah, comme je bloque le signal avec ce bouton-là, lui, il croit que les phares sont toujours éteints. Et donc voilà, regarde-moi ça. Oh, c'est beau. Ensuite, j'ai dû faire ça. Hein. J'ai dû faire la commande au volant. C'est encore une fois Mad Max. T'inquiète pas, je vais remettre les plastiques après. J'ai racheté un truc d'origine. Alors ça, c'est celui que j'avais sur la Mégane avant toute cette modif, que j'avais envie de garder
parce que j'avais pas envie de le défoncer. Je savais pas ce que ça allait donner, hein. Je savais pas si j'allais réussir et tout, donc je préférais le garder d'origine et en racheter un d'occasion au cas où celui-là j'allais le flinguer. Et aussi dans le but de peut-être un jour la remettre d'origine. Si jamais ce truc-là se met à bugger ou que je suis pas satisfait à la longue, je la remettrai d'origine. Donc j'avais besoin du truc d'origine. Ce truc-là, en gros, j'ai pété la partie haute de la prise. Donc j'ai pété ça pour avoir que les pins pour me ressouder sur les petites pattes. Alors oui, j'aurais pu racheter carrément un faisceau comme ça pour avoir la prise qui va bien, mais en vrai de vrai, j'ai pas cherché. C'est dégueulasse, hein, les électriciens, foutez-moi la paix, je vous ai dit. Ça, c'est de la gaine thermo. En dessous, il y a mes différentes résistances que j'ai soudées. On va expliquer pour que tout le monde comprenne. Il y a 2 masses, il y a 3 puces qu'on peut relier tous les puces ensemble, on peut relier toutes les masses ensemble. Donc ça ressort qu'en 2 fils qu'on ne verra pas puisque j'ai foutu de la gaine autour. Ça passe dans ma colonne de direction, ensuite ça repasse dans mon tableau de bord et c'est ces 2 fils qu'on retrouve ici, le vert pour ma commande au volant et le noir qui se prend sur une des 3 masses. Ça c'est la prise d'origine au cas où je vais remettre le truc d'origine un jour, hop, je vais tranquillement, regarde bien, ça c'est une procédure d'usine Renault. Quand ils ont produit les Mégane 2, la prise elle est censée être là, regarde tu la glisses tendrement ici et plus jamais elle va bouger. Je vais mettre les carters en plastique au-dessus, on n'en parle plus jamais de cette prise. Alors la scène que je viens de filmer, c'est clairement un peu le bordel. Faut savoir que les CarPlay que t'achètes comme ça, normalement ils sont vendus pour être plug and play. Plug and play, ça veut dire que t'achètes le truc, t'as qu'à le brancher en lieu et en place, et normalement tout fonctionne. Dans mon cas, c'est mes commandes au volant. D'origine sur Renault, les commandes derrière ton volant te servent à augmenter le son, baisser le son de ta radio d'origine. Et normalement, cette commande d'origine-là, tu peux la garder pour faire fonctionner ton CarPlay. Et ça, c'est assez génial. Donc, le problème étant que quand je l'ai branché, quand dans une scène un peu avant, justement, je dis ah merde, mes commandes au volant marchent pas. En fait, c'est normal. Ça peut pas marcher tout de suite. Faut savoir que là-dedans, chaque bouton qu'il y a, c'est juste des boutons à la con. C'est juste des on-off. Et le CarPlay, faut qu'il puisse comprendre quel bouton sert à quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence là actuellement entre le bouton moins et le bouton plus. Pour interpréter ces signaux-là et les comprendre, sur le faisceau du CarPlay, qui est ce truc-là, tu es censé brancher avec cette prise ce qu'on appelle un CAN bus. Le CAN bus, à quoi il sert? C'est tout simplement une sorte de petite carte électronique à l'intérieur, une sorte de petit ordinateur qui va recevoir les signaux de tes commandes au volant, les comprendre et les retransmettre à ton CarPlay pour dire ok, là il vient d'appuyer sur le bouton augmenter le volume, augmente le volume. Le problème c'est que ces CarPlay là, ils sont pas produits pour une voiture en particulier. J'ai effectivement la plaque qui va en lieu et place du tableau de bord, mais ça c'est juste la plaque. Le CarPlay en lui-même, la tablette, est faite pour des milliers de véhicules. Donc c'est les CAN bus qui sont faits uniquement pour une voiture, pour un modèle de voiture. Le truc c'est que quand tu branches ton CarPlay, il faut que tu ailles dans les paramètres pour dire que tu as le CAN bus en fait, de la Mégane 2, pour qu'il puisse comprendre les signaux et les interpréter de la bonne manière. Alors ça, c'est quand tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes. Parce que moi, ça n'a pas du tout été le cas, bien entendu. J'ai été dans les paramètres, j'ai dit que j'avais une Mégane 2, ça a marché au début, pendant quelques jours, et va comprendre pourquoi un jour ça n'a plus jamais marché. Je crois que je l'avais démonté entre deux, donc j'ai dû foirer quelque chose ou j'en sais rien. Ça n'a plus jamais marché. J'ai racheté un CAN bus, ça n'a rien changé. J'avais pas envie de racheter un CarPlay quelque part. Là, je me suis dit c'est la merde. Je commençais à imaginer le fait que j'allais pas avoir de commande au volant, que j'allais devoir changer le son sur le CarPlay. Mais comme c'est au niveau du tableau de bord, ce qui est chiant sur les Mégane 2 et que c'est pas au niveau de la console centrale comme sur pratiquement toutes les autres bagnoles, c'est que les boutons sur l'écran, ils sont assez loin quand même. Donc à chaque fois, t'es là comme un con pour augmenter le volume et tout. C'est du tactile en plus de ça, c'est pas des boutons. Mais je m'en serais peut-être contenté. Mais ça me plaisait pas. Et vous commencez à me connaître, quand ça me plaît pas, je cherche après des solutions. Et la piste de solution que j'ai trouvée, c'est quand j'ai commencé à parcourir l'internet. Donc là, je me suis retrouvé sur différents forums et je suis tombé sur un mec qui avait exactement le même souci que moi. Ça marchait pas, ses commandes au volant. Il a jamais réussi à les faire marcher. Il a raconté comment il est parvenu à ses fins, mais pas en détail. C'est-à-dire qu'il avait fini par dire dans le forum, il avait demandé à un ingénieur qui lui avait fait en gros une commande au volant comme ça, sur mesure, que le CarPlay pouvait interpréter. Mais comment le CarPlay pouvait l'interpréter? C'est grâce à deux fils sur le faisceau, qui sont tous marqués, il y a des petites étiquettes à chaque fois sur les fils. C'est le fil Key 1
et qui 2. Ces fils-là, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est des plus. C'est le côté positif du courant qui passe dedans. Si ce fil-là, tu le mets à la masse, si tu le relis à un fil noir qui est le côté négatif du courant, ou si tu le relis à la carrosserie de la voiture, parce qu'il faut savoir que sur une voiture, la borne négative de ta batterie correspond aussi à toute la carrosserie. Parce que ta batterie de voiture, la borne moins est directement connectée à ta carrosserie. Donc toute ta carrosserie de voiture, toute ta partie métallique dans ta voiture correspond à la masse. C'est pour ça qu'on parle souvent de mettre un truc à la masse, ou tu as une mauvaise masse, etc., etc. Ce fil qui 1 ou qui 2, quand tu le mets à la masse, donc tu trouves soit un fil noir, soit la carrosserie de ta bagnole quelque part, quand tu le mets à la masse, le CarPlay, il comprend que, hop là, il a été connecté, et que du coup, ce signal-là, il peut l'interpréter comme n'importe quel bouton que tu aurais choisi, parce que c'est toi qui paramètres quel bouton tu veux pour tel signal. Donc là, tu vas me dire, mais c'est bien, tu as 2 fils, donc du coup, tu peux paramétrer que 2 boutons, à la limite, augmenter le volume et baisser le volume. Non, c'est mieux foutu que ça. En fait, il n'interprète pas uniquement le signal, le fait d'être connecté, il interprète le fait d'être connecté, mais avec quelle résistance il y a dans le fil. Alors, oh putain, le problème c'est que tu vois, je veux que mes vidéos soient plus éducatives pour que tout le monde puisse comprendre, mais la vulgarisation c'est quand même très compliqué à faire quand tu sais de quoi tu parles. Une résistance, interprétons ça comme un barrage hydraulique. C'est-à-dire que le barrage, il va te laisser passer plus ou moins d'eau. La résistance c'est pareil, elle va te laisser passer plus ou moins de courant. C'est-à-dire que si tu as une pile toute bête d'un volt 5 et que tu mets une résistance entre les deux, quand tu vas mesurer sa tension, ça dépendra de la résistance bien entendu, mais tu n'auras plus un volt 5. Tu vas avoir un volt 3, 1 volt ou 0,5 volt, parce que la résistance, elle limite le passage du courant. Et donc du coup, c'est avec ce même principe qu'on va utiliser les fils qui 1. En fait, pour chaque bouton que tu voudras, tu mettras une résistance différente. L'avantage, c'est que avec un seul fil et assez de résistance, tu peux paramétrer tout ce que tu veux comme ta commande d'origine. Le fil qui 2, soit il te sert si tu n'as pas assez de résistance, donc tu pourrais mettre les mêmes résistances sur l'autre fil et les signaux ne se confondraient pas, puisque ce sera les 2 fils différents du CarPlay. Soit il te sert, j'en sais rien, sûrement si tu veux mettre d'autres boutons autre part dans ta bagnole, notamment sur ta console centrale et pas derrière ton volant, tu pourrais utiliser le fil qui 2, bref, tu fais ce que tu veux, tu as 2 fils à disposition pour faire tout ça. Le principe est là, et le tableau blanc, c'est à ça qu'il va servir pour exactement comprendre ce que j'ai fait quand je parle de la commande au volant où j'ai cassé en haut pour me ressouder sur les pattes avec différentes résistances. C'est ça que je vais montrer maintenant. Bien, alors, ici on a le CarPlay, ici on a ce qui représente mes commandes au volant. Alors sur ma commande au volant, j'ai 6 boutons différents. J'ai 2 boutons en haut qui servaient à changer les stations de radio ou la source audio de la radio, un bouton augmenter le volume, un bouton mute, baisser le volume, et un bouton je sais pas à quoi il sert. J'en ai aussi un autre, une roulette, même sur les radios d'origine ça marche pas, donc c'était sûrement une option Renault. Ma lampe vient de griller. Et mon coup de Twitter, fils de pute, ma lumière. En même temps, elle est faite pour 300 watts, je lui ai mis une ampoule de 500 watts dans la gueule. Je pense qu'à un moment donné, elle a fait, c'est bon. Bon écoutez, je m'attendais pas à devoir changer une ampoule, j'ai changé une ampoule. Ça n'a rien arrangé, ma lampe marche plus, je pense que j'ai dû griller un fusible. Je pense que si on peut retenir une leçon de ça, c'est que quand c'est marqué 300 watts max sur votre lampe, mettez pas 500 watts. Alors je disais, le CarPlay, la commande au volant, j'ai 6 boutons. En électronique, là je vais faire du semi-schéma, semi-schéma électrique. En électronique, un bouton, si vous vous souvenez de vos cours de techno, ça se représente comme ça. Voilà, donc là on a nos 6 boutons. Il faut savoir que le plus du CarPlay, du coup le fil qui 1 et le fil qui 2, donc là on va dire qu'il y a le fil qui 1 qui est le plus qui va là, et le fil qui 2, comme moi je m'en suis pas servi, il est là quoi, mais on s'en fout en vrai. Le plus il va aller sur chaque bouton. C'est ça l'avantage dans notre système là, c'est que j'ai 6 boutons, j'ai 2 plus de qui 1 et qui 2, mais en vrai je peux me servir d'un seul des 2 fils pour relier le plus à tous mes différents boutons. Ça c'est pas un problème ça. Donc là en gros le CarPlay ce qu'il fait c'est qu'il me balance du 12 volts ici. Il me balance du 12 volts, donc là je balance du 12 volts dans chaque bouton. Actuellement tous les boutons sont ouverts, donc il n'y a rien qui arrive ici. Entre chaque bouton, du coup,
je vais mettre des résistances différentes. Alors une résistance en électronique, ça se représente comme ça, c'est juste un rectangle à la con. Normalement, ça voudrait dire qu'à l'entrée ici, juste là, c'était mes fameuses petites pattes où j'ai pété le haut pour me ressouder dessus. Le problème, c'est que effectivement, il y a 6 pattes, mais chacune ne correspond pas à un plus. Alors, j'ai dû me faire chier au multimètre pour retrouver c'était quoi le circuit électrique qui circulait là-dedans, enfin quel était le sens des pins et à quoi elle servait. Je vous épargne toute cette partie-là, c'est pas important. En fait, il y a 2 masses, il y a 3 plus, et il y a une patte qui sert à rien. Va comprendre. Mais en tout cas, ça c'est pas exact à mon schéma, en vrai. C'est pas si simple que ça. Mais comme j'ai dit, comme on peut relier tous les plus ensemble et toutes les masses ensemble, il a suffi de retrouver tous les plus, tous les moins, pour arranger le truc comme il fallait. Mes différentes résistances, j'en ai acheté un lot avec des résistances différentes, et il suffit à chaque fois de mettre une résistance différente. Alors, l'unité de la résistance, ça se mesure en ohms. Limite, j'en ai même pas mis. Je me souviens que sur un fil, j'en ai pas mis. Donc, c'est juste, le fil a juste continué tel qu'il était. Il n'y avait pas de résistance. Comme ça, ici, il y a toujours bien du 12 volts. Ici, admettons, j'ai mis une résistance de 100 ohms. Le schéma du ohm, c'est ça, c'est un oméga en grec. Ici, j'ai mis une résistance de 1 kilo-ohm. Ici, une résistance de, allez, je te dis des conneries, de 10 kilo-ohms. Ici, une résistance de 20 kilo-ohms et ici, une résistance de 100 kilo-ohms. Donc, ce que ça fait, c'est que quand le courant passe, par exemple, sur la résistance de 100 ohms, ce ne sera pas du 12 volts que je vais avoir en sortie, ça va être, peut-être, je ne sais pas, du 11 volts. Pour la résistance d'1 kilo-ohm, ça va être du 9 volts. Pour la 10 kilo-ohm, ça va être du 7 volts, j'en sais rien, etc., etc. Plus il y a de résistance, moins le courant passe. Et donc, ce que ça fait, c'est que les petits fils, tac, 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 ils continuent, ils finissent par sortir de ta commande au volant. Et ici, du coup, je le fais en noir parce que c'est la borne négative, c'est la masse. Mais tous tes fils, tu peux les faire repartir soit à la carrosserie de ta bagnole, soit au CarPlay, parce que le CarPlay en lui-même est lui-même connecté à la carrosserie de la bagnole. Donc si tu mets un fil sur la carrosserie, te dis pas, mais si tu le mets sur la carrosserie, comment le CarPlay il va le savoir que le courant y passe ou pas? Oui, parce qu'il est aussi relié à la carrosserie de la voiture. Mais pour que mon schéma soit plus simple, tous les fils, tu les fais repartir à la masse du CarPlay. Voilà. Pour résumer, un seul fil on peut avoir 6 boutons avec 6 résistances différentes qui repartent au CarPlay. Ce qui a pour but de faire quoi? Ce qui a pour but de, maintenant que tu vas laisser passer un voltage différent à chaque fois que tu vas appuyer sur un bouton différent. Donc admettons, là c'est pour augmenter le volume, là c'est pour baisser le volume, là c'est pour mettre en mute, là c'est pour changer de station, etc., etc. À chaque fois, le CarPlay va dire « Attends, merde, là j'ai plus du 12 volts. » Enfin, si, là, du coup, il va se dire « Attends, merde, là j'ai du 12 volts. » Ok, d'accord. Là, il va se dire « Attends, merde, j'ai plus du 12 volts. Là j'ai du 11 volts. Ok. » Il va dire là j'ai du 7 volts, ok. En fait lui il sait pas la résistance qu'il y a là, il s'en fout, il cherche juste à savoir combien de courant il a au final. Grâce à ça, tu as une option dans le CarPlay qui te sert à paramétrer des boutons. Donc en fait il te met tous les boutons que tu peux paramétrer possibles, augmenter, baisser le volume. Il y a des boutons c'est pour activer la caméra de recul, il y a des boutons c'est pour décrocher en appel, c'est pour raccrocher, etc. Il y en a vraiment peut-être 25-30 de boutons que tu peux paramétrer. Tu peux faire encore plus d'options. En vrai, t'es pas limité aux 6 options que m'offre ce truc là, tu peux en faire plus. Mais moi je me suis limité à ça. En gros, le principe c'est que tu vas lui apprendre, tu vas lui dire quand j'appuie sur ce bouton là, je veux que tu baisses le volume. Donc admettons, quand tu es sur les paramètres qui te servent à apprendre quel bouton va servir à quoi, et ben toi tu vas rester appuyé sur le bouton, il va faire ok, là j'ai du 12 volts, qu'est-ce que tu veux que je fasse quand je détecte ce signal là de 12 volts? Tu dis sur ton CarPlay, je veux que tu augmentes le volume. Il fait ok. Tu appuies sur l'autre bouton, il dit ok, là j'ai du 11 volts, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ce signal là? Tu dis je veux que tu baisses le volume, etc., etc. Là j'ai du 7 volts, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu changes de radio. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que tu lui apprends avec tel ou tel signal, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû modifier ce truc-là, que j'ai dû rajouter des résistances qui ne sont pas présentes dans ce truc-là, parce qu'il n'y a que des boutons, je le répète à l'intérieur. J'ai rajouté des résistances pour qu'il puisse interpréter différents signaux pour comprendre ce que je lui demandais en fait, ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc c'est grâce à ce principe-là que j'ai pu garder
ma commande au volant qui est d'aspect d'origine mais qu'en vérité j'ai dû modifier un peu au niveau des connectiques pour toujours pouvoir augmenter mon volume, baisser mon volume, etc. etc. Là, pendant que je suis en train de te parler, te tenir au courant de tout ce que je suis en train de faire, c'est en train d'imprimer à côté la fameuse plaque qui va aller ici pour accueillir mon switch et mes manomètres. Alors, faut savoir que 95% des bagnoles, le niveau de la radio est parfaitement plat, donc tu t'emmerdes pas trop à faire une plaque. Renault, ils ont voulu innover un peu dans ces années folles que sont les années 2006. Ils se sont dit, nous on va faire une console ici, ça va être un petit peu arrondi, ok, mais je veux que l'arrondi d'ici et de là ce soit pas le même. Quelque part, j'ai envie de te dire, c'est carrément chiant. J'essaie de designer des sortes de petites pièces pour vérifier que les courbures sont bonnes. Bref, je t'épargne les détails, mais je suis en train de faire des tests en gros pour voir si ça va faire un truc pas trop dégueulasse à la fin, si j'arrive à designer la pièce. Et je suis pas professionnel dans l'impression 3D, ce qui fait qu'elle va peut-être me foirer des trucs, l'imprimante. Enfin bref, c'est encore une galère de plus. Est-ce que des plaques, c'est possible d'en acheter ? Non, j'en ai pas trouvé. Il faut savoir que toutes les Mégane ont toutes eu la radio ici. Donc du coup, il n'y a pas la nécessité d'avoir... Il n'y a jamais eu un connard qui s'est dit « je vais mettre un CarPlay ». Ou visiblement, les connards qui le font aussi. J'ai jamais trouvé de photos sur là où j'ai acheté le CarPlay, dans les reviews et tout. J'ai jamais trouvé de photos de leur console. À chaque fois, ils prennent la photo comme ça. Donc tu vois jamais ce qui se passe ici. Et je sais pas ce que les mecs font ici. Les quelques photos que j'ai pu voir quand même, les mecs laissaient la radio d'origine qui ne sert plus du tout à rien, chose que j'ai trouvé particulièrement conne. Donc du coup, moi ça me plaisait pas, j'en ai profité pour foutre des manomètres. C'est pas encore fait, mais t'as compris l'idée. Cette plaque-là, introuvable. La seule Mégane 2 qui a existé sans radio ici, et avec une plaque visiblement pour cacher ce qu'il y avait là, c'est la Mégane 2 RS R26R, je crois, si je dis pas de conneries. Déjà, Mégane 2 RS, t'en vois plus beaucoup. Une R26R, j'en ai jamais vu de ma vie. Autant te dire que la plaque est introuvable. Nick, je la fais moi-même. Bon, alors j'en profite pour faire un petit test de qualité sur les matériaux AliExpress de ce genre-là. Ça, c'est un vrai manomètre calibré et tout, un vrai truc, c'est vraiment précis. Donc, ça nous donne un aperçu de la valeur en comparaison du manomètre, ce que j'obtiens. On a un décalage de plus ou moins 10%, j'ai vu, parce que à 1 bar 10 sur le manomètre en haut pour être à 1 bar sur le manomètre du bas. Donc bon, un décalage de 10%, c'est quand même pas rien, mais je demande pas d'être précis, c'est pas le but. Donc c'est largement acceptable. Alors maintenant, pour brancher ce fameux manomètre de pression de turbo, ça va être plus compliqué que prévu, sinon c'est pas drôle. Sur 90% des gens qui installent ce genre de système, c'est assez simple en vérité à faire. Dans le carton du manomètre, ils te fournissent un petit T en plastique qui sert à te repiquer sur la durite d'origine. Je t'explique vite fait. En fait, la plupart du temps, quand tu installes ces trucs-là, c'est sur des moteurs essence. Et sur les moteurs essence, le gros avantage, c'est que ton turbo, il est régulé par une Westgate, on appelle ça. La Westgate, à quoi elle sert ? C'est tout simplement une valve. Voyons ça comme une vanne, tout simplement, un robinet qui va s'ouvrir dès que ton turbo atteint une certaine pression. Par exemple, ton turbo, il faut qu'il soit réglé pour ne jamais dépasser 1 bar de pression. Et dès qu'il arrivera à 1 bar, la Westgate va s'ouvrir, elle va évacuer le surplus de gaz d'échappement qui permettrait d'augmenter encore plus la pression. Comme ça reste stabilisé à 1 bar. Et pour faire fonctionner cette Westgate, c'est tout simplement une petite durite qui va se repiquer directement sur ton turbo, la plupart du temps. L'air à 1 bar va passer dedans, tout simplement, et il va se relier sur le haut de ta Westgate. Alors je t'épargne tous les détails techniques de comment ça marche et tout, mais c'est grâce à cette durite que ta vanne va s'ouvrir à un moment donné et qui va permettre d'évacuer les gaz d'échappement en trop. Et grâce à ce petit T, en gros ce que tu es censé faire pour installer ton manomètre, tu coupes ta durite, tu mets ton T entre les deux, ça prolonge ta durite avec une sortie en plus, et cette sortie en plus, tu branches ta durite de manomètre de pression de turbo. En gros, grâce à ton manomètre, tu arrives à lire la pression qui circule dans la durite, mais en vérité cette pression-là, c'est ta pression c'est ta pression de turbo, c'est ta pression qu'il y a en plus dans ton moteur. Et ça, c'est très simple. Étant donné que moi, c'est un moteur diesel, ça fonctionne pas pareil. D'autant plus, je crois que moi, c'est un turbo à géométrie variable. Donc, il n'y a pas de Westgate, mais le principe est le même, d'évacuer le surplus de gaz d'échappement. Est-ce que ça induit là-dedans le fait que ce soit un diesel ? Moi, le système de géométrie variable, il fonctionne pas grâce à une surpression. Il fonctionne grâce à une dépression, en dessous de la pression atmosphérique. Moi, le principe, c'est que j'ai une pompe à vide sur mon moteur qui est directement reliée au moteur. Donc, c'est une pompe qui tourne. Elle fait du vide. Donc, elle te procure
une pression inférieure à la pression atmosphérique, grâce à une électrovanne qui laisse passer cette dépression ou pas, ça va aller jusqu'à la géométrie variable du turbo, qui elle va s'ouvrir pour laisser passer plus ou moins de gaz d'échappement pour avoir une telle ou telle pression. Et donc moi, comme c'est un système à dépression, j'ai aussi une durite en vrai qui va jusqu'à la géométrie variable ou jusqu'à la wastegate. Restons sur la wastegate pour que ça soit plus simple. Sauf que dans cette durite là, c'est pas la pression du turbo qui passe dedans, c'est une dépression qui est indépendante du turbo en réalité. Et donc si je m'étais monté et que je m'ai branché sur cette durite, bah mon manomètre il m'afficherait pas la pression que j'ai dans mon moteur, il m'afficherait juste il m'afficherait la dépression de ma pompe à vide. Je m'en bats les couilles de ça, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'installer directement ma durite de manomètre de pression dans l'admission. L'admission, c'est ton tuyau qui amène l'air jusqu'à ton moteur. J'ai pas le choix que de percer ce tuyau-là, foutre un raccord, mettre ma durite dessus, et là, ça m'ira vraiment la vraie pression qu'il y a dans mon moteur. Pour faire ça, j'avais la flemme de percer mon admission d'origine, parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça foire, on n'est jamais à l'abri de faire de la merde. D'autant plus qu'après, j'ai un raccord spécifique à visser dans l'admission, et j'ai pas les tarots pour faire le pas de vis. Donc, deux choses. Première chose, j'ai racheté un bout d'admission d'occasion sur le bon coin. Et la deuxième chose, vu que j'ai pas le tarot, autant pas me faire chier à le percer moi-même non plus, je vais tout faire par un usineur. Je vais aller voir un usineur dans le coin, avec un peu de chance, lui pourra me percer ça propre. Comme ça, j'aurai qu'à mettre mon raccord, visser, coup de clé à fond, un quart de tour avant que ça pète. Il y aura qu'à brancher la durite et c'est parti. Donc voilà, le bout de durite, il ressemble à ça. J'ai dit que ça allait être plus pédagogique, mes vidéos. Cette vanne-là, tu vois, ça sert à éteindre ton moteur. C'est pas juste quand tu éteins ton moteur, tes injecteurs qui n'injectent plus de gasoil. Parce que si c'était le cas, ça s'arrêterait de manière très brutale. Un moteur diesel, t'as tellement de compression dans les chambres de combustion. Comme ça va compresser fort, ça va s'arrêter brutalement, tes pistons. Donc c'est pas une bonne idée d'arrêter des moteurs diesel juste en leur demandant d'arrêter d'injecter du gasoil. Donc en fait, ce qu'on préfère faire, c'est de les étouffer. Donc en fait, tout simplement, quand tu demandes à ton moteur de s'éteindre, généralement ce qui se passe c'est que ça te ferme cette vanne là, comme ça ton moteur il cale en gros, puisqu'il n'y a plus d'air qui peut passer. Et ça l'éteint d'une manière beaucoup plus douce. Donc là, perçage quelque part ici, taraudage, raccord cannelé et durite, et puis là c'est le moment où je compare si c'est la bonne pièce, et il y a un monde dans lequel c'est pas la bonne. Et putain, mais c'est pas la bonne pièce. Alors effectivement, l'admission, c'était pas la bonne. Et ça, je savais pas. Faut savoir que sur les moteurs 1,9 litre DCI, il y en a eu deux types différents. Je crois que la différence vient que c'est du 120 chevaux ou du 130 chevaux. Mais le 120 chevaux, j'ai l'impression qu'il était plus répandu que le 130. Moi, bien sûr, j'ai le 130, hein. Sinon c'est pas drôle, monseigneur. Bien évidemment, sans le savoir, j'ai acheté la mauvaise admission parce que je pensais que c'était toutes les mêmes. Donc moi, j'avais acheté celle-là, avec la vanne que je montrais en vidéo. Effectivement, c'était juste une petite connerie comme ça qu'il me fallait. Et ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est que moi, ma vanne, c'est pas une vanne pneumatique, c'est une vanne électronique. Donc c'est exactement le même principe que la vanne pneumatique, ça sert aussi à arrêter le moteur, sauf qu'elle ne fonctionne pas avec un vide d'air, elle fonctionne électroniquement, tout simplement. Je reviens aussi sur ce que je disais parce que si jamais cette vidéo perce un peu, je sens qu'il y a des Jean-Bernard garagistes qui vont venir me dire « Qu'est-ce que tu racontes ? La vanne que tu as montrée, c'est pour faire accélérer ou pas le moteur, etc. » On pourrait s'y méprendre, effectivement, c'est pour ça que je parle de moteur diesel. La plupart du temps, les vannes comme ça et les vannes comme ça qu'on retrouve sur les moteurs, où il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur internet où les vannes comme ça sont filmées, elles s'ouvrent, elles se ferment, en même temps le moteur accélère et tout machin. C'est souvent sur des moteurs essence. Et effectivement, sur les moteurs essence, il y a exactement ce même type de vanne qui sert à faire passer plus d'air ou pas pour faire accélérer le moteur ou non. Le principe d'un moteur essence est différent d'un moteur diesel. Un moteur essence, on cherche pour le faire accélérer à la fois à laisser passer plus d'air et à la fois à injecter plus d'essence. Un moteur diesel, c'est pas le cas. Pour le faire fonctionner, il n'y a pas de vanne comme ça, on s'en fout. L'air passe toujours à fond de buse et c'est juste, on cherche à contrôler pour le faire accélérer, d'injecter plus de gasoil ou non. Et donc, comme je l'ai précisé,
Sur les moteurs diesel, ça sert juste à les éteindre parce qu'en fermant cette vanne-là, il n'y a plus d'air qui peut passer, donc le moteur va caler et ça l'arrête d'une façon beaucoup plus douce que de tout simplement arrêter d'injecter du carburant. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que les moteurs diesel fonctionnent en excès d'air, parce que le rapport d'air par rapport au gasoil est toujours supérieur à ce qu'il faudrait. Dans une combustion, il y a toujours ce qu'on appelle, si vous vous souvenez de vos cours de physique du lycée, il y a toujours un rapport stoichiométrique. Quel nombre de molécules d'essence il faut pour que ça crame un tel nombre de molécules d'air. S'il y a trop d'essence par rapport à l'air, ça va cramer, mais mal, voire même pas du tout. S'il y a trop peu d'essence comparé à l'air, ça va peut-être même pas cramer, ou ça va cramer de manière trop chaude, donc c'est destructeur pour un moteur. Donc ce mélange stoichiométrique là, il est très important sur les moteurs essence, donc c'est pour ça qu'on contrôle l'air et l'essence en même temps. Mais sur un moteur diesel, c'est un peu moins important, donc du coup, les moteurs fonctionnent en excès d'air et on cherche juste à injecter plus de carburant ou non. C'est pour ça que les moteurs diesel fonctionnent souvent trop pauvres et qu'ils sont à peu près, c'est faux, mais ils sont à peu près au bon rapport stoichiométrique quand ils sont pied au plancher, tu vois. C'est faux parce qu'un moteur diesel qui serait au bon rapport stoichiométrique, il fume noir. Au pot d'échappement derrière, ça te fait une fumée noire et tout, etc. Donc comme c'est pas bon pour les normes anti-pollution, généralement, c'est toujours en excès d'air, le rapport stoichiométrique est toujours trop pauvre. Bon, je te fais le plan. J'ai dû revoir mes ambitions à la baisse. Il n'y a plus qu'un seul manomètre. Le manomètre de pression de turbo. Je vais pas mettre les deux codes comme tu as pu voir auparavant. La merde qu'il y a eu, c'est qu'en fait, acheter des pièces sur AliExpress, c'est bien beau, c'est pas cher. Mais t'en payes de la qualité que t'achètes. Et le manomètre de pression de turbo, comme tu as pu voir, j'ai 10% de décalage à 1 bar de pression. Mais le voltmètre, c'était pareil. Quand j'étais à 12 volts, il m'affichait 14. Et quand j'étais à 14 volts, on va dire moteur démarré, il m'affichait à peu près 15 volts, un truc comme ça. Si je mets une petite résistance variable, que je peux manipuler à souhait, je pourrais réduire un peu le truc pour que l'aiguille, hop là, elle revienne sur le 12 volts, qui est la tension réelle de la batterie. En fait, ça n'a pas été si simple que ça. En soi, ça marche de faire ça, mais tu peux que le calibrer sur soit moteur éteint, soit moteur allumé. C'est-à-dire que si j'étais bien réglé à 12 volts moteur éteint, dès que je démarrais le moteur, l'aiguille, elle montait à peine à 12 volts 5, à peine à 13 volts, alors que j'étais à 14 volts en valeur réelle. Ça, c'était génial. Déjà, là, j'étais ravi de voir que j'allais en chier. J'ai fait des trucs, j'ai ressorti les cours de chimie dans mes études et tout, pour essayer de faire des ponts diviseurs de tension. Je vais pas épiloguer sur le pont diviseur de tension. Là, franchement, là, j'en ai pas envie. T'épargnes les détails. Le pont diviseur de tension, ça marchait pas non plus. Je pense que le problème de base, c'est que, certes, le voltmètre est décalé. Il affiche un peu plus que la tension réelle qui mesure, mais c'est pas linéaire. La variation, le trop plein de courant, c'est pas linéaire sur toute la plage qui peut afficher. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que je pouvais pas le calibrer d'une manière si simple. Donc je me suis dit, c'est quoi? C'était quoi le projet de base? Le projet de base, c'était d'installer le CarPlay et de faire une plaque pour cacher l'ancien emplacement de ma radio. Et tant qu'à avoir une plaque, autant y installer un manomètre de pression de turbo comme j'ai toujours rêvé depuis que je suis tout petit. C'était ça le projet de base. C'est parce que j'avais de la surface sur cette plaque-là que je me suis dit, je pourrais peut-être caler un deuxième manomètre, lequel je vais caler, ouais, peut-être un voltmètre, ouais, c'est pas mal. Mets ton manomètre de pression de turbo, mets ton switch pour la luminosité du CarPlay, et c'est tout en fait. Te fais pas chier avec plus que ça. Et ben, je coupe court, je mets que le manomètre de pression de turbo, et ça sera très bien comme ça. Mais du coup, dans cette histoire, c'est que j'ai imprimé la plaque du coup, qui est la plaque finale. Mais le résultat me plaît pas trop, hein. Je débute dans l'impression 3D. En plus de ça, j'ai acheté un peu l'équivalent de la Peugeot 206 des imprimantes 3D, c'est-à-dire que tu apprends à imprimer là-dessus, mais la qualité, c'est pas forcément un truc professionnel non plus, donc j'ai plein d'erreurs d'impression, on voit beaucoup les stries et tout. Bon, ça me plaît pas trop. Je vais au papier de verre poncer tout ça, le mettre en peinture de la même couleur que les poignées ici, et ça sera bien, je pense.
Ce qui s'est passé à partir du 25 novembre 2024, c'est là que ça a commencé à vraiment me casser les couilles, toute cette histoire. Le 25 novembre 2024, comme vous avez pu entendre, j'étais au volant d'une soucoupe volante. Quelque part, j'ai envie de te dire, Renault, ils sont vraiment des ingénieurs partout, ils se sont dit on va faire une bagnole, mais quelque part, j'ai envie qu'elle puisse décoller. Hein. Donc déjà, on va mettre le bruit, et ensuite on verra pour qu'elle vole. Le bruit bizarre que vous avez pu entendre, c'est le turbo. Donc j'étais en train de faire toute ma custom sur le CarPlay, mon manomètre de pression de turbo, etc. J'étais content. Un jour, je me dis quoi? Allez, ce soir, c'est McDo, je vais me chercher un petit McDo comme ça tranquillement. Hop, au moment où je reprends la route, je la remets en vitesse. J'ai même pas tiré plus que ça. Pah! Un gros bruit dans le turbo et elle se met à faire ce bruit là de soucoupe volante. Là j'ai tout de suite compris parce que c'est pas son premier turbo la Mégane. Ça allait encore me coûter du temps et du pognon. J'avais quasiment plus de puissance, environ 2 fois moins de puissance, mais le turbo soufflait encore un peu. Là j'étais ravi. Là ça a été la goutte d'eau. Là c'est à partir de ce moment là que j'ai arrêté de filmer. Bah déjà il faut que j'attende qu'elle soit réparée parce que je peux pas conclure la vidéo sur le fait que je viens de claquer un turbo. J'avais pas encore filmé, la plaque était pas encore tout à fait finie, j'avais pas fini de la mettre en peinture ni rien. Donc les priorités étaient différentes maintenant, je devais réparer la voiture. Ça a pris quand même un petit moment, entre temps j'avais une autre bagnole, ça c'est pas le sujet, on s'en fout. Je finis par avoir la voiture donc... Si on résume, à partir du 25 novembre, elle m'a fait un turbo. Bien. Ensuite, c'est très bien, je récupère la bagnole, je suis content, je roule avec, etc. Tac, tac, machin. Un matin, ça devait être un mois après. On va dire, allez, on va dire en décembre. Décembre 2024, un mois après le turbo, je la démarre un matin, elle se met à vibrer comme... c'est un diesel, ça vibre toujours un peu, mais là vraiment, vraiment c'était pas normal. Je savais pas ce que c'était, je demande à un garagiste que je connais, il me dit cherche pas, c'est ton volant moteur. Et là je fais ok, on va du coup changer le volant moteur, et puis tant qu'à faire, autant que la boîte de vitesse sera démontée, autant changer l'embrayage, donc... Décembre, embrayage plus volant moteur, et tant que la voiture était entre les mains du garagiste, parce que ça c'est pas des trucs que j'ai fait moi-même, hein. Tant que c'était dans ses mains et qu'une courroie de distribution c'est un peu casse-couille à faire, je me suis dit il est temps de faire la courroie, autant qu'il fasse la courroie aussi, et autant, puisqu'il fait la courroie de distribution, autant faire la courroie d'accessoires aussi. Franchement, respect au professeur qui arrive à marquer comme ça en ayant une belle écriture, parce que moi j'y arrive pas. Chacun son métier, j'ai envie de te dire. Le mois de décembre, il m'a bien coûté cher aussi, au final. Donc en 2 mois, elle m'a fait tout ça, en gros. Vraiment, là, j'ai totalement perdu la motivation et un peu l'amour que j'avais pour cette bagnole à cette période-là de l'année. J'avais plus envie de filmer. Donc c'est pour ça que j'ai rien filmé, c'est pour ça qu'il me manque plein de scènes, c'est pour ça que c'est seulement maintenant que je vais montrer, juste après cette séquence, qu'est-ce que ça donne dans la voiture, le CarPlay et le manomètre, que je vais seulement montrer maintenant l'imprimante 3D, à quoi elle ressemble, une fois améliorée, etc. Que je vais expliquer aussi un peu pour la plaque, comment je l'ai dessinée et tout sur le logiciel, et comment je l'ai imprimé, les prototypes et tout ça. Et c'est seulement récemment que je me suis dit, je peux pas laisser cette vidéo-là disparaître. Il faut que je la termine, je l'ai commencé, il faut que je la termine. Mais toujours utile qu'après toutes ces réparations, j'ai fait mes petites finitions sur les montages et tout fonctionnait enfin. Le CarPlay, c'était nickel. Les commandes au volant, nickel. Et le manomètre, qui m'a donné un peu de fil à retordre, mine de rien, j'expliquerai ça après, ça marchait aussi. Et ça faisait plaisir. Alors voici à quoi ressemble la plaque en 3 dimensions sur le logiciel. Donc comme j'ai dit, je l'ai fait moi-même, elle n'existait pas. Je l'ai fait sur FreeCAD, logiciel gratuit pour faire des pièces en 3 dimensions. Donc ça ressemble, la face avant ressemble à ça. La face arrière ressemble à ça, donc ça c'était mes trous pour mettre mon switch, et j'avais fait des petits clips sur les 4 côtés, petits clips qui viennent se prendre dans ma console centrale pour que ça puisse tenir, et franchement ça tient déjà très bien comme ça. De toute façon il n'y a pas beaucoup de points, le manomètre est très léger en soi, le switch aussi, donc il n'y avait pas besoin que ça tienne de ouf, mais ça tient de ouf. Bien, alors maintenant je vais te présenter l'imprimante 3D modifiée. Donc je le répète, c'est une Under 3 V1 que j'ai acheté d'occasion, mais j'ai eu des petits problèmes d'impression. En vérité, je pense que les problèmes d'impression venaient du fait que j'y connaissais rien et que j'avais pas les bons réglages, mais j'ai quand même procédé à quelques modifications. Alors tout d'abord, comme j'ai dit, ça c'est l'extrudeur, vous voyez, ça c'est un bout de fil pour l'impression 3D. L'extrudeur, c'est des petites dents
qui vont tourner pour servir à pousser le fil dans la tête d'impression qui est derrière le ventilo. Toute la tête ici n'est pas d'origine, je l'ai imprimée pour avoir un meilleur flux d'air grâce à ce ventilo là. L'air passe ici et vient refroidir le bas de la buse. Et j'ai deux refroidisseurs comme ça en fait. Donc ça c'est mieux que l'origine. Parce que le but c'est de refroidir le fil une fois qu'il sort de la buse. Il faut qu'il refroidisse vite sur la pièce pour que ça prenne. Ensuite ça c'est la plaque en verre qui accroche beaucoup mieux effectivement. Ça c'est justement des traces de colle. Quand tu parlais de la colle, ça marche de ouf. C'est vraiment le jour et la nuit. Quand tu mets de la colle tu galères même à retirer ta pièce à la fin. Ensuite l'extrudeur de base il se situe à ce niveau là. Donc avec ce moteur là. Donc le moteur et l'extrudeur qui était ici, je les ai mis là au-dessus de la tête d'impression comme j'ai dit. Ensuite les ressorts améliorés jaunes, ils sont juste ici. Ça sert à niveler ton plateau, à le mettre dans une position comme ça. Il faut qu'il soit le plus plat possible. En attendant, avec ce que je sais en plus maintenant des bons réglages et de l'amélioration de l'imprimante, j'ai réussi à imprimer ça. C'est une petite plaque tournante avec un moteur de micro-ondes. Donc le résultat est vraiment pas mal. Et puis ça me sert à présenter mes pièces. Donc ça c'est ce que j'ai bricolé avec de la récup et de l'impression 3D. Et ça du coup c'est mes prototypes de plaques. Quand c'est en bleu comme ça ou en blanc comme la platine tournante, c'est du PLA. C'est un type de plastique. C'est le plus facile à imprimer. Mais il résiste pas aux fortes températures. Bref, il a quelques défauts. Il est assez cassant aussi. Mais ça m'a juste servi à faire des prototypes parce que c'est le plus bon marché. Donc ça, avec ça déjà, j'ai vu que c'était pas trop mal. Mais c'était encore à l'époque où je voulais mettre 2 manomètres. Ensuite, j'ai fait celui-là qui est un peu plus abouti avec un renfoncement pour les manomètres. Puis quand j'étais satisfait, j'ai commencé à imprimer avec du PETG en fibre de carbone. Donc c'est du plastique, c'est un autre type de plastique, c'est du PETG, c'est plus du PLA. Donc le PETG il résiste à de plus fortes températures. Il est un poil plus compliqué à imprimer, mais en vrai c'est assez simple quand même. Et l'avantage du PETG carbone, c'est qu'il est renforcé avec des fibres de carbone, donc il est encore plus résistant. Il est un peu plus souple que le PLA, donc il est moins cassant. Et surtout moi ce qui m'intéressait, pourquoi je l'ai imprimé dans cette matière là, c'est que ça résiste, comme j'ai dit, aux plus fortes températures. Parce que dans un habitacle de voiture, le PLA est pas adapté parce qu'en été quand le soleil tape et qu'il fait très très chaud dans une voiture, le PLA peut commencer à se ramollir, c'est assez chiant, tandis que ça, aucun souci. Et de toute façon là on est en plein mois d'août, il a fait chaud comme pas possible et ça a résisté sans problème. Le problème de ce filament là, c'est que c'est plus cher à imprimer, on est environ entre 1,5 et 2 fois plus cher. Alors je saurais pas donner les prix pour des pièces comme ça, mais ça vaut rien, hein. Ça vaut, je sais pas, même pas en dessous de 4 € je pense à imprimer, donc en vrai c'est très très bon marché quand même. Bon, alors le manomètre de pression de turbo, voilà ce que ça donne. Bienvenue cher ami dans l'habitacle de la Mégane RS. L'écran de base il est comme ça. Mais ce qui nous intéresse c'est le CarLink parce que c'est ça qui fait le CarPlay. On va dessus, quand je branche mon iPhone avec le câble, hop là c'est branché. C'est quand même plutôt rapide donc ça c'est cool. Donc là du coup j'ai Waze, j'ai Spotify, j'ai tout ce qu'il faut. Ça fait plaisir. La gueule de la plaque, ça donne ça avec mon switch. Donc voilà, je l'ai mis en peinture de la même couleur que les poignées comme j'ai dit. Et le résultat est vraiment pas mal, c'est largement acceptable. On voit encore des petits défauts, mais tant mieux parce que ça aurait été une pièce trop neuve, ça aurait fait tâche avec le reste de la voiture qui a quand même vécu. Donc là en fait les petits défauts ça va nickel. En ce qui concerne les commandes au volant, donc voilà j'ai remis les plastiques, tout est invisible, c'est absolument parfait. Donc là avec les commandes j'augmente le son, je baisse le son. Ce bouton là du coup je l'ai mis, c'est censé être la caméra de recul. Quand j'appuie dessus c'est censé me mettre la caméra à l'arrière. Comme je l'ai pas branché ça me fait juste un écran noir avec nos vidéos signal. Mais quand ça finit par se barrer ça me fait un écran noir comme ça. Donc ça c'est idéal quand je roule de nuit, que j'ai pas besoin du GPS. Ça m'éteint l'écran entre guillemets, même s'il n'est pas vraiment éteint, donc ça m'éblouit encore moins que le mode nuit. Donc je m'en sers comme ça et limite c'est aussi bien. Et pour les boutons du dessus, j'ai mis quand on m'appelle, ça sert à décrocher, ça sert à accrocher. Et en même temps ces boutons là hors appel, ils servent à revenir en arrière ou à passer de musique sur Spotify. Voilà, admettons là j'ai une musique qui est en train de tourner. Dès que j'appuie sur le bouton, hop, ça me passe de musique. Donc ça, nickel. En ce qui concerne la plaque, pour la démonter, j'ai qu'à tirer dessus grâce au petit clip que j'ai montré précédemment. Donc à l'arrière, ça ressemble à ça, du coup avec tous mes branchements.
Et il n'y a qu'à remettre ça comme ça. C'est un peu galère à enfoncer. Justement, ça tient bien. Nickel. Ensuite, partie moteur, tout est planqué là-dedans. Enfin, je vais juste montrer où est-ce que j'ai mis la durite du coup. Donc, il faut que je retire cette plaque-là. Et la durite est juste planquée ici. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait tarauder, j'ai mis un raccord cannelé et je branche la durite. Alors, il faut savoir un truc, pour ceux qui vont brancher des durites de manomètre de pression de turbo, il ne faut pas prendre une section de tuyau trop grande, ni un raccord cannelé trop gros, trop épais. Je vais retourner à l'intérieur parce qu'il commence à pleuvoir. Donc je disais, si tu mets une section de passage trop grosse, il va, vu que c'est directement dans l'admission, il y a beaucoup de flux d'air dans ton admission. Ça fait beaucoup d'oscillations avec tes pistons qui montent et qui redescendent. Donc en fait, ce que ça avait pour effet, c'est que mon aiguille, au ralenti, elle n'arrêtait pas d'aller un peu de gauche à droite, comme ça, elle tremblait l'aiguille. Et ça résonne, ça fait un petit bruit, donc le bruit était vite chiant et insupportable. Donc la solution pour ça, c'est de réduire la section de passage de ton tuyau ou de ton raccord, ou de mettre une bride dans ton tuyau qui te réduit ce trou là. Et comme ça, l'aiguille, même au ralenti, je vais faire un petit exemple. Voilà, là le moteur est au ralenti et tu vois que l'aiguille bouge pas du tout. En fait, tu vois, moi j'ai mis une bride ici, c'est planqué en dessous, qui m'a réduit la section de passage du tuyau. Et c'est tout petit, et c'est grâce à ça que j'ai plus de perturbations. Alors ce que je voulais montrer aussi, c'était au niveau de l'apprentissage des boutons de commande au volant. Donc ça se passe dans les paramètres, steering wheel settings, et en gros c'est ça toutes les options que tu peux avoir. Donc tu vois que moi, ce qui est marqué en rouge, c'est ce que j'ai appris au CarPlay. Et tu peux mettre d'autres options pour éteindre le CarPlay, revenir à l'écran d'accueil, enfin tu peux mettre plein de trucs du coup. Alors pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que je suis très content, j'en ai vraiment chié quand même, c'était vraiment une custom pas simple même si ça paraît ne pas être grand chose. Je rappelle que je suis pas professionnel donc tout était à tâtons, tout était de la découverte. Au final je connaissais pas les CarPlay, je connaissais pas l'impression 3D, j'avais jamais branché de manomètre de pression de turbo, c'est que des petites compétences que j'ai à droite à gauche que j'ai essayé de rassembler pour mener à bien tout ça et j'ai fini par réussir donc je suis quand même très content. J'aimerais aussi faire un petit coucou, un petit remerciement à Farine de Blé et à Coupable de Tout. Je pense pas qu'ils regarderont cette vidéo là mais c'est grâce à eux où je prends un peu par-ci par-là du meilleur de chacun pour réussir à faire mes vidéos. Je me suis beaucoup inspiré d'eux et je vous recommande si vous aimez les bagnoles d'aller voir leur chaîne, ils sont excellents dans ce qu'ils font. Alors un petit teaser pour les vidéos qui vont venir. Entre temps la Mégane a un peu changé. J'ai rajouté une petite boule d'attelage. Et ce que ça va donner, ça, c'est plein de belles choses.